Marco-Marie, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présent sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler de sujets ultra intéressants, on va parler de BIM, de jumeaux virtuels et aussi même d'agents IA. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Volontiers, merci pour l'invitation. Je m'appelle Marco-Marie, j'habite Genève, j'ai 53 ans déjà, 2 enfants, marié et j'ai la chance d'animer 3 sociétés qui sont actives dans la digitalisation des processus de construction et d'exploitation des bâtiments. Et ben voilà, il y a de la nouveauté pour nous cette année. On fusionne ces 3 entités et c'est vraiment un projet qui se développe et qui prend à peu près tout mon temps. Donc voilà, je suis un entrepreneur. Certains disent un serial entrepreneur, mais en tout cas entrepreneur, certainement. Alors, moi, je voulais revenir sur cette notion de BIM. Est-ce que tu pourrais nous en donner la définition et aussi peut-être le chemin que le BIM a parcouru de ses débuts, puisque ça fait un petit moment déjà que tu es sur le sujet, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce BIM? Alors le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Modeling, qui consiste à modéliser les informations du bâtiment, et ce, que ce soit la 3D, qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années, mais aussi toutes les informations relatives à cette 3D. Un objet transporte les données qui lui sont propres. Et ça change complètement la façon de travailler, non seulement des architectes, des ingénieurs, mais aussi de toutes les entreprises qui gravitent autour du secteur de la construction. Cette digitalisation, elle implique un changement d'outils, de processus et bien sûr de ressources humaines formées et aptes à conduire ce type de projet. Le BIM commence son arrivée en Suisse dans les années 2010-2012, même s'il existe depuis bien longtemps, sous des formes différentes, mais tel qu'on le connaît maintenant, il est arrivé donc dans les années 2010. Et une lente observation, la Suisse prend son temps. C'est certaines fois assez intéressant de prendre son temps. Mais là, on prend un peu trop de temps, donc on a un décalage par rapport au reste du monde et de l'Europe qui accélère le mouvement. Et cette adoption, elle se fait gentiment par les acteurs, mais aussi par le cadre normatif comme la SIA, qui intègre aussi ce nouveau paradigme. Tu es précurseur donc dans ces technologies BIM. Tu as plusieurs sociétés et en 2024, tu crées Elitis, donc qui est une fusion, je crois, de toutes ces entités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en 2000, je crée iDessin, qui est une société qui offre des services pour les architectes et les ingénieurs, donc de dessin, à l'époque de dessin 2D, bien sûr. Mais il y a déjà une révolution qui s'opère à ce moment-là, puisqu'on lâche un peu le crayon et la planche à dessin pour une planche à dessin virtuelle. AutoCAD, pour les connaisseurs, a pris le pas sur le dessin à la main. Et c'est clair que c'était déjà une digitalisation qui se mettait en œuvre et qui m'a donné l'opportunité de créer une structure qui offrait des services pour justement les gens en transition ou qui ne voulaient pas opérer cette transition. Et dans les années 2010-2011, comme je te le disais précédemment, le BIM arrive, les technologies arrivent, alors on teste tout un tas de choses, puis on se rend vite compte que le métier va changer radicalement comme jamais, probablement comme jamais dans l'histoire, et que c'est le moment d'investir, même si on n'a pas les moyens, de Mhm. prendre des risques, même si on n'en a pas la carrure à ce moment-là. Et donc on crée 2 spin-offs que sont SwissBIM et Scanways, qui sont sur des segments de marché un peu différents. Scanways est capable de scanner avec des drones et des lasers des bâtiments existants, ce qui nous permet d'avoir un modèle de l'existant beaucoup plus conforme à la réalité. Et puis SwissBIM s'est positionné plutôt sur l'accompagnement, la formation et le BIM management, c'est-à-dire la gestion de projet BIM. Et je pense que maintenant, on est arrivé à un point de maturité du marché qui nous permet de créer un acteur unique. J'aime bien dire qu'on avait 3 hyper spécialistes, mais on va avoir un grand hyper généraliste. Donc, comment pas perdre cette force de l'hyper spécialiste en grandissant? On est déjà 20 personnes, ça fait de nous l'acteur en Suisse romande le plus important de service BIM. Et c'est pour ça que on doit se réinventer en insérant tous les outils du marché, tous les besoins, toutes les attentes. Et c'est pour ça qu'on a créé Elitis,
avec mes 2 associés, 2 nouveaux associés, donc il y a une relève qui se met en place, Dylan Martins et Romain Géry, qui vont, dynamiser le tout et me permettre, et nous permettre de conquérir ce marché en devenir. Donc vous êtes une plateforme, je pourrais dire 360, qui offre quel type de service? Alors tous les services liés au BIM, c'est un peu, ce pourquoi nous fusionnons, que ce soit sur le terrain, c'est-à-dire la prise de mesure, la digitalisation du bâtiment existant et puis, sur toute la chaîne de valeur du BIM, en accompagnant les acteurs qui doivent produire, qui doivent changer, ça prend quand même un peu de temps et puis, l'impact financier pour ces entreprises, il est assez conséquent donc il faut le faire de façon modérée et puis avoir une vision, donc c'est là où on se positionne, mais on est aussi capable de faire, Mmh. et c'est ça qui est important, tout en sachant qu'on reste dans le service, donc on ne devient pas architecte. On a des architectes chez nous, mais qui sont là pour collaborer avec des architectes, pour transmettre ce savoir du digital et des ingénieurs civils, techniques des bâtiments. Donc on couvre l'ensemble des silos métiers, qui sont présents dans la construction, avec une vision très digitale. Donc c'est ça, c'est le métier plus le digital. Alors, le métier que vous appliquez, BIM ou jumeaux virtuels, on en Mmh. reviendra sur le sujet tout à l'heure, c'est un écosystème, tout est interconnecté. Comment a réagi, l'industrie, qui est aujourd'hui, présente dans les métiers de l'architecture, et de la construction? Et comment on fait pour être un acteur, non isolé, par rapport à ça? Alors le secteur a réagi plutôt avec méfiance et je pense que c'était, je dirais, sain. Je veux pas être de ceux qui disent qu'il faut tout, accepter parce que il y a le mot digital. Donc c'était assez sain de se remettre en question et de voir, quels allaient être les impacts en réalité sur les différents métiers. Mais que vous soyez plombier, ou que vous soyez architecte, vous avez du BIM à il faut se saisir de cette thématique du BIM et du BIM à développer dans votre entreprise, mais c'est complètement différent. Votre métier de base est différent, même si il constitue l'ensemble des métiers, de la construction et c'est là où il y a un vrai problème. C'est pas quelque chose qu'on peut, déployer de manière, générique partout, sinon on aurait des boîtes Mmh. BIM, dans les commerces et puis on achèterait ça, on brancherait. C'est autre chose, il y a vraiment une transformation des méthodes et des processus de travail, donc c'est compliqué de digitaliser tout en gardant le métier et c'est là où il y a eu vraiment un problème au début, notamment les architectes qui avaient peur que tout l'aspect créatif soit complètement tué par la digitalisation et par cette 3D, peu organique et on voit 15 ans après que c'est pas le cas. Au contraire, on est en capacité aujourd'hui, notamment avec les IA, de pousser les modèles jusqu'aux limites, de ce qui est exécutable réellement et ça, c'est l'apport de la simulation et de la digitalisation. Donc on est en capacité de simuler et les métiers commencent à comprendre. Je pense qu'on a franchi un cap de maturité sur le marché. On n'est plus en train de se dire: «Bim, oui ou non». Mmh. On est en train de se dire: «Bim, oui, comment?» Cette simulation, elle est, intéressante. J'ai lu dernièrement que, cette simulation, elle allait même jusqu'à utiliser, les lois de la physique, donc ce qui, ouvre, un champ des possibles. Est-ce que c'est une évolution, qui est correcte et vers quoi on tend, quand on, simule jusqu'au comportement de la réalité? On va y arriver. C'est-à-dire que c'est la convergence des différents jumeaux numériques, des industries. Donc il y a une convergence des solutions et une adoption comment dirais-je? Des avancées technologiques des métiers, qui sont pas trop loin. Par exemple, entre le territoire et le bâtiment. On voit que sur le territoire, beaucoup de gens, ont implémenté des outils, des bases de données il y a plus de 20 ans. Beaucoup d'acteurs se sont même positionnés sur ces thématiques-là et 20 ans après, le bâtiment, a l'impression de réinventer la roue en disant: «Ah, Mmh. on digitalise». Alors oui, on va amener un souffle et un dynamisme, mais il y a déjà des bases de données, il y a déjà du savoir-faire sur le territoire. Le bâtiment n'est rien d'autre qu'un objet sur le territoire et donc cette convergence, elle s'opère, assez naturellement et quand on regarde de manière beaucoup plus large, on va aller chercher, tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, je citais tout à l'heure la capacité qu'on a de relever des bâtiments en 3D. Aujourd'hui, il est obligatoirement, un humain doit obligatoirement remodéliser.
Mmh mh. J'ai de la mesure et je crée un modèle 3D sur la mesure. Et bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait des auto-modélisations, c'est-à-dire des algorithmes, des intelligences artificielles capables de reconnaître les objets, puis de dire ceci est une chaise, ceci est une porte, elle fait 2 mètres par 90. Et pour y arriver, on va aller chercher dans la technologie des véhicules autonomes. Parce qu'eux, ils ont une avance énorme et ils sont capables non seulement de voir que c'est un panneau, mais aussi de le lire et de l'interpréter. Donc, il est clair que cette digitalisation nous oblige à regarder ce qui se passe dans les métiers voisins et comment on peut aller chercher ces technologies et les intégrer. Donc, le poids de l'objet, la physique, bien sûr, c'est déjà intégré. Maintenant, ce qu'on voit arriver très fortement dans le BIM, ce sont les flux. Mmh. Donc, comment et combien de temps il va me falloir avec un chariot pour aller du bâtiment A au bâtiment B avec des médicaments, par exemple, Mmh. et quels sont les risques sur le chemin, et l'empaquetage se ferait dans le bâtiment B, et puis après, on doit l'amener dans le bâtiment G pour aller, c'est un cas réel, pour procéder à l'envoi, et comment on a la traçabilité, et est-ce que tous les chemins sont sûrs? Donc on va vers vraiment une implication de toutes les thématiques au sein du BIM. Est-ce que tu parlais de créativité, tout à l'heure, est-ce que quel changement il y aura dans les métiers, sachant que l'IA propose aujourd'hui aussi, des solutions, des résolutions de problèmes, du fait qu'elle a une quantité, énorme de données? Alors pour nous, l'IA a deux axes de développement dans le BIM. Quand je dis pour nous, pour Elitis, Mmh. parce que c'est quand même relativement nouveau et chacun voit l'IA d'une manière plutôt personnelle, je dirais, dans l'entreprise. Nous, on l'utilise sur deux axes. Le premier axe, c'est vraiment la possibilité d'avoir un contrôle qualité sur la rédaction de protocoles. Donc, tout projet BIM nécessite la rédaction d'un protocole qui fait appel à des normes internationales comme l'ISO ou comme la SIA pour la construction. Et des fois, ces normes peuvent être contradictoires ou pas forcément alignées. Donc notre objectif, c'est d'avoir un agent qui peut lire les documents qui sont réalisés par nos collaborateurs pour voir s'il y a une incohérence ou une incohérence avec le projet, avec les désirs et les attentes du client, ou une incohérence normative ou de standard. Et donc, on n'est pas au stade où il rédige ce manuel, ce protocole, mais on est au stade où on le soumet et chaque fois qu'on en soumet un nouveau, bah, il devient plus intelligent dans la critique du prochain. Mmh. Donc ça, c'est le premier axe, mais le deuxième axe est bien plus percutant, puisque c'est l'IA générative, comme on l'a aujourd'hui avec Midjourney pour les images. Il y a des IA qui sont capables de générer des bâtiments en 3D sur la base d'un prompt. Donc là, on se retrouve exactement dans le même contexte que les graphistes. Alors que l'on disait aux dessinateurs, vous allez devenir des modeleurs, et qu'on n'a pas eu le temps d'y arriver, on est en train de dire aux modeleurs, peut-être que votre métier n'existera plus dans 5 ans. Donc, tu vois que cette transition, elle s'accélère, on voit vraiment cette accélération arriver. Et donc, on n'a pas eu le temps de changer, d'amener ces Mmh. nouveaux métiers qu'ils sont déjà challengés par des IA. Qu'est-ce que tu conseilles, en termes de d'apprentissage du métier, de mise à jour, constante avec cette accélération? Enfin, comment va se passer cette transition et comment tous ces corps de métier peuvent évoluer avec les technologies? Alors, les métiers évolueront. Euh, Qu'on Bon le an, veuille mal ou an, non. ils n'auront pas le choix. En fait, ça va être un peu l'instinct de survie. Ceux qui sont des early adopters n'ont pas eu toujours raison Mmh. dans le BIM parce qu'ils se sont fait une image de ce qu'allait être le BIM il y a 5 ans, et c'est déjà plus le cas, Mmh. c'est déjà plus la même chose. Donc les early adopters doivent continuer à faire de la veille technologique et ont un problème, c'est qu'ils ont adopté peut-être un peu trop vite. Donc là, le côté suisse, pour le coup, est pas mal d'observer avant d'aller. Et puis, il y a ceux qui seront tardifs, et eux, ça va être une question de vie ou de mort à un moment donné, parce qu'on est aujourd'hui conscient que le BIM va devenir un standard, et tout le montre, et ça va être très compliqué de résister à ça. Moi, j'ai un peu plus de crainte pour les petites entreprises, et assez paradoxalement, pour les très grosses Mmh. entreprises. Les petites, ça va être une question de moyens, de vision, et puis les très grosses, ça va être très compliqué. En fait, quand tu as une agence
partout dans le monde, je dirais une dizaine d'agences, même en Suisse. Dès lors que les gens ne travaillent pas ensemble, il est dur d'insuffler dans l'entreprise une nouvelle méthodologie, de nouveaux processus qui changent le métier. C'est-à-dire, c'est pas avant vous envoyez une lettre en mettant le timbre et en écrivant l'adresse, maintenant vous envoyez un mail. Non, on n'est pas dans cette vision-là. C'est vraiment le travail est complètement déstructuré pour être organisé autour des outils digitaux et en prenant garde que le génie des architectes, des ingénieurs puisse s'exprimer aussi, bien sûr. Donc cette transition, elle se fera un peu à marche forcée, c'est clair, mais il va y avoir de la casse. Et moi, au-delà des entreprises, ce que je vois, c'est l'humain. Et là aussi, on a trois catégories. On a les jeunes qui, en fait, n'ont pas à adopter ces technologies puisque ils y arrivent assez facilement. Ils n'ont pas de changement puisque c'est la nouveauté pour eux, c'est le quotidien. Il y a les personnes qui sont plutôt en fin de course, qui se disent: «Bah, dans 5 ans, ce sera plus mon histoire». Mais il reste toute une population qui aujourd'hui Mmh. travaille dans les entreprises, qui ne sont pas forcément en contact avec de la formation continue. Et là, je suis un peu plus inquiet que cette transformation s'accélère et qu'il y ait des gens d'une quarantaine d'années qui sont très bons dans leur métier aujourd'hui et qui soient mis au banc dans 4 ou 5 ans. Donc je pense que là, sur la formation continue, il y a quelque chose à faire et peut-être un souci aujourd'hui en Suisse. Tu disais que la jeune génération, avait déjà, pris, la mesure et travaillait, d'une certaine manière, différemment. Heu, Comment elle travaille, cette jeune génération et quelle est, la culture, ambiante? La vraie différence, c'est la capacité de changer, par exemple, de logiciel, de travailler sur 3 ou 4 logiciels de production. Alors que précédemment, si on avait ce fameux AutoCAD, on était le king, on savait tout faire parce qu'on maîtrisait AutoCAD. Maintenant, il faut avoir une sorte de curiosité, faire de la veille technologique. Ce qu'on faisait hier ne se fait plus de la même manière aujourd'hui, mais je ne parle pas d'hier, je parle d'hier, d'il y a 24 heures, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle application qui est sortie, donc il faut être informé. Ils ont cette appétence. Alors, je généralise, mais ils ont plutôt pas de réticence au digital. Mmh. Et puis surtout, c'est comme ça. Donc, ils ne se posent pas la question, et ça, c'est super, d'avoir des personnes qui ne remettent pas en considération l'approche qu'on a. On nous dit, voilà, tu as une plateforme collaborative, les données, elles vont là, attention, tu dois t'assurer que les données, que le client ne veut pas que les données soient hébergées, voilà. Donc, il y a vraiment toute une philosophie chez les jeunes qui est assez intéressante. Et puis, c'est peut-être nos clients de demain, donc Mmh. on est obligé de les ménager. C'est la relève. C'est la relève. Cette veille technologique, comment est-ce que vous la faites? Comment vous choisissez les outils? Je le vois dans la veille, bah, voilà, sur le digital, ça évolue, tous les jours. Il y a des acteurs, du monde entier qui proposent des nouvelles solutions. Comment on conseille bien, une technologie, à des clients? Alors, les technologies, elles sont assez faciles à atteindre aujourd'hui, hein. C'est simple d'aller sur internet, de regarder des chaînes YouTube, même des tutoriaux comme ça. Mais le test, il faut. Il faut absolument tester les outils parce que derrière le discours commercial, on est souvent déçu. Donc en fait, il y a pas d'autre moyen, c'est de créer des bacs à sable et puis de jouer dedans. Nous, ça nous a beaucoup aidé de le faire. Alors, bien sûr, on l'a fait à des moments où on n'était pas forcément, apte à supporter cet investissement de la recherche et du développement, du test, de la location plutôt que de l'achat. Heu, mais ça nous a servi, par exemple, pour Scanways, on a étudié pendant 3 ans tous les outils du marché. On a testé les workflows, heu, avec la licence 30 jours, vous faites déjà des miracles, Mmh. d'essais gratuits, avec, la location d'un appareil une journée plutôt que l'acquisition pensant que ça va changer le monde. Et puis cette façon de faire, permet de vraiment aller lentement et d'intégrer les processus digitaux, les plus avancés tout en ayant cette veille pratique et pas que intellectuelle. Il faut vraiment pratiquer. Ouais, Rien ne remplace ça. absolument. On parle beaucoup, d'agents IA en ce moment. Comment tu vois l'avenir avec ces agents, dans le domaine? Alors je suis très enthousiaste, de voir, ce qui se passe et à la fois, je pense comme certains, un peu, effrayé de la conséquence au niveau de l'humain, hein. Au niveau
de l'employabilité des personnes qui sont déjà dans le secteur. Et je pense que l'IA, dans nos métiers, va être développée autour de ces problématiques-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce processus est freiné? Souvent, c'est parce qu'il y a un contrôle, on parlait tout à l'heure du contrôle qualité, qui prend du temps. Il peut y avoir des erreurs et donc on va chercher à solutionner ce problème en enlevant l'humain et en mettant un agent. Donc je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas en avoir peur non plus parce que sinon d'autres le feront à notre place. Donc il faut vraiment qu'on y aille, qu'on teste, et puis qu'on reste un petit peu, je dirais, à l'écoute de ce qui, de ce qui peut arriver comme nouveauté. Et je pense que on a toujours été un petit peu choqués par les évolutions technologiques, mais que tout compte fait, on est toujours là, on est toujours vivant, on n'a pas de robots qui essaient de nous tuer dans les rues, comme tout le monde, comme certains peuvent le penser ou, disons, avoir des craintes à ce niveau-là. Je pense qu'il faut y aller, comme je le disais précédemment, par étapes, lentement, sûrement, en testant. Et beaucoup de nos métiers vont disparaître. Ça va être la conséquence. Mais je veux rassurer tout le monde, on a plein de métiers qui sont en train d'arriver. Pour l'instant, dans la construction, grâce au BIM, on a plus de métiers qui sont nés que de métiers qui sont morts. Donc la balance est plutôt positive. C'est là où je pense que l'IA va pouvoir peut-être un peu freiner cette évolution des nouveaux métiers, mais ça veut dire qu'il y en aura de nouveaux. Est-ce que demain, on n'aura pas de dessinateurs, pas de modeleurs, mais des prompteurs, des gens qui sont super fins sur leur capacité à faire des prompts qui donnent des bâtiments qui sont voulus par les clients. Voilà, c'est un petit peu ça qui se profile pour moi, selon moi. Quel est le profil de ces nouveaux métiers, justement? Qui est-ce qu'on embauche aujourd'hui dans le milieu du BIM? Alors, il y a un phénomène que j'ai pu constater, c'est que on a vraiment une hiérarchie des métiers dans la construction. Il y a le directeur de l'entreprise ou l'architecte, l'ingénieur, vraiment très, très fort qui a le métier. On a des techniciens, des managers, on a des dessinateurs. Et en réalité, les dessinateurs qui viennent dessinateurs par un CFC, je sais que c'est mon parcours, par un CFC, ne pourront plus se contenter de ça. Donc on se rend compte qu'on a de moins en moins de dessinateurs CFC qui dessinent, et de plus en plus d'architectes qui dessinent. Alors pour certains dans le métier, ça peut paraître une forme de déclassement, parce qu'un architecte qui va dessiner, non, parce qu'il va concevoir son bâtiment simultanément. Il va et être le modeleur de son projet et le concepteur du projet. Donc il a deux actions simultanées. Donc il ne fait pas le métier du dessinateur, il fait deux métiers simultanément. Et nous-mêmes, nous avons de plus en plus de modeleurs qui sont des gens qui ont un niveau plus élevé d'études, qui ont pour certains un bachelor, voire même un master. Et il y a aussi ces deux axes qui sont autour des métiers aujourd'hui, le métier d'architecte, d'ingénieur civil ou autre, plus le BIM. Donc ce sont les profils que nous cherchons. Donc la mixité entre des gens qui ont bien compris leur métier, même s'ils n'ont pas pu l'exercer pendant très longtemps, mais qu'ils ont une bonne théorie, une vision très, très large, et puis une propension pour aller vers le digital. Donc c'est sur ces deux facteurs-là qu'il faut miser. Et pour nous, c'est très compliqué. On a déjà en Suisse d'avoir ces profils-là. Généralement, techniquement, ils sont très, très, très élevés. Le PFL, on a la chance d'avoir de beaux cerveaux. Ils ne sont pas forcément calés, ou même, ils n'ont même pas la compréhension de forcément de ce qu'est le BIM et de comment ça va changer le métier. Donc là, on a un petit peu plus de peine sur la Suisse à engager des profils qui ont ces deux visions, et métier et BIM. Et en Europe, certains pays ont plus d'avance et donc on recrute aussi à l'étranger. Alors cette simulation, elle a aussi besoin du réel. On pense aussi à tous les métiers de la construction, ceux qui sont sur le terrain. Est-ce on pourrait imaginer un renversement justement de cette fameuse hiérarchie jusqu'ici établie? Est-ce que les gens du terrain ne sont pas aussi ou tout autant importants pour, même au niveau, déjà, pour que ça fonctionne, hein, Mhm. et deuxièmement, au niveau de la récolte des données? Oui, c'est sûr que sur le terrain,
fait, sans eux, on peut imaginer ce qu'on veut, on n'a pas le bâtiment. Mmh. Donc, il est clair que le BIM s'est plutôt imposé côté études, conception, d'abord parce que c'est le début du cycle, Mmh. mais aussi parce qu'on est dans le virtuel. On a toujours été dans le virtuel quand on est dans la conception. Donc on échafaude des scénarios, on se dit comme ci, comme ça, on fait des propositions, non plutôt, voilà. On améliore jusqu'à arriver à quelque chose qu'on pense optimiser, qui va être construit par des entreprises. Dès lors que tout le cycle précédent s'est fait en digital et en BIM, il est clair qu'on peut toujours imprimer du papier et envoyer ça sur le chantier. Et on doit garder ce contact. En revanche, les outils qui arrivent sur le chantier pour la construction, eux aussi sont en train Mmh mh. réellement d'avoir cet impact de digitalisation. Et là, je veux mettre de côté les robots, au sens, les robots arrivent gentiment, donc la préfabrication est une possibilité, mais les robots sur le chantier, j'ai vu des robots talocheurs donc, qui posent le crépi sur 4 mètres de haut sur des murs, et c'est juste hallucinant. Et puis d'un coup, on voit un bonhomme qui va chercher des seaux de ciment, des seaux de ciment Puis là, on se dit, mais il manque un truc. Mmh. Il faudrait trouver un système qui fasse que le béton arrive en flux continu pour que le robot taloche. Et là, il faudrait peut-être 2 ou 3 personnes et une nouvelle entreprise pour gérer ça. Et donc, on va talocher beaucoup plus vite. Mmh. Voilà, la pénibilité va diminuer. En revanche, il va falloir faire quelque chose de cette personne qui, aujourd'hui, amène juste du ciment. Et comment on peut amener le digital sur le chantier. Nous, on le fait avec, par exemple, la restitution des mesures. Aujourd'hui, quand on prend un plan, on voit qu'un rail, peu importe, un luminaire est à 2 mètres du mur. Donc, très, très concrètement, le bonhomme, il vient, il prend son mètre, 2 mètres, avec son crayon gris qui fait à peu près 1 centimètre d'épais. Et là, on a la capacité avec des lasers, avec des stations totales, de recréer ces points de mesure dans la réalité. Donc on voit que le digital revient sur le terrain, mais c'est peut-être un des points les plus importants du développement du BIM, c'est le chantier. Mmh. C'est comment amener le digital à des personnes qui sont encore moins digitales que nous dans les bureaux où on fait déjà du concept depuis longtemps de façon digitale. Donc là, il va y avoir un vrai défi. Et moi, je vois ça comme des opportunités pour de nouvelles entreprises, voire des entreprises qui vont un peu pivoter pour voir comment ce digital peut être déployé sur les projets et les contextes réels. Mais c'est déjà le cas en grande partie. Mmh. Tu parlais de données. Aujourd'hui, c'est une question centrale, hein, autour de ton domaine. Comment on récolte ces données? À qui elles appartiennent? Comment elles sont ensuite utilisées pour être exploitées au mieux? Heu, on en est où? Donc tout le monde a compris l'importance des données pour soi, Mmh. mais comment faire prendre conscience aux gens que lorsqu'on dessine une banque, qu'on modélise en 3D les coffres-forts, les guichets, et qu'on commence à dire Madame Duchemin est dans le bureau 205, elle s'occupe des coffres-forts, et tout ça est dans la maquette. Si je te vole la maquette, j'ai non seulement la géolocalisation du bâtiment, des éléments, des pièces, mais aussi la composition des murs, des matériaux, voire même certains flux. Imaginons qu'on ait déjà intégré des données de sécurité et on sait que Ouais. les contrôles passeront à cet endroit-là toutes les 25 minutes. Donc, c'est pas juste un Lego, ça fait partie du business du client. Donc, si je construis une usine de chocolat, si je construis une usine voilà, d'armement ou peu importe. Donc, il y a vraiment une mauvaise prise de conscience, une non-prise de conscience de ce qu'est le BIM et des informations qui y sont. Ce qui nous chagrine un petit peu parce qu'on voit des acteurs assez importants envoyer des données à des sous-traitants qui sont à l'étranger, qui eux-mêmes font appel à des sous-traitants. Enfin, on n'a pas de vision. On n'a pas encore un système comme la blockchain qui pourrait garantir que la Mmh. donnée a été vue par tel ou tel acteur et implémentée par le bon acteur, que ce soit juste ou faux, que ce soit une proposition valable ou pas, mais en tout cas que le workflow des données, avec tous ces acteurs, un architecte, un ingénieur,
technique des bâtiments, et puis chacun de ces ingénieurs va avoir 5 à 6 métiers, va partager ces informations avec des personnes qui vont juste faire un appel d'offres mais qui n'auront pas le projet. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? On a envoyé des données à un acteur qui n'a pas été sélectionné, mais comment on s'assure qu'il détruit ces données? Ben, on ne s'en assure pas. Et donc maintenant, on peut imaginer qu'il y a tout un tas de données très sensibles qui sont un peu réparties partout dans des serveurs dans le monde entier. Espérons, croisons les doigts pour que ça n'ait pas de conséquences. Mais nous, on a un positionnement complètement inverse. On a décidé depuis plusieurs années de rester en Suisse, de ne pas faire appel à la sous-traitance, ni en Suisse ni à l'étranger, parce que même en Suisse, qui vous garantit que lui ne fait pas de la sous-traitance? Donc on a quand même des clients sensibles, comme les CFF, comme l'armée suisse, et on se doit d'amener vraiment une sécurité sur ces données. Donc pour nous, c'est réalisé en Suisse, hébergé en Suisse, et on espère que des standards vont venir un petit peu labelliser tout ça, parce que c'est un petit peu Mmh. la jungle. Et bien souvent, les clients finaux n'ont pas conscience et n'ont pas de demande spécifique. Je parlais de grandes régies, on répond à des appels d'offres de grandes régies, et sur la protection de ces données-là spécifiquement, il n'y a pas de condition. La sous-traitance est acceptée. Il suffit d'annoncer que votre sous-traitant à Madagascar va recevoir de Mmh. la donnée, et puis voilà, c'est bon, vous êtes dans les règles. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet à traiter, et là aussi des opportunités. Mmh. En termes de les avantages, du BIM, il y en a plein, tu nous as, notamment donné quelques clés. Est-ce qu'il y a aussi, cette partie de monitorer à distance et d'optimiser, justement les bâtiments? Et comment on fait pour connecter les simulations, avec les données réelles du terrain? Est-ce qu'il y a des systèmes d'objets connectés? Bien sûr. Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Alors j'aime bien l'image des poupées russes, hein. On parlait du territoire, des bâtiments, mais ce qui constitue le bâtiment ne sont rien d'autre que des objets. Nous, on appelle ça des objets paramétriques dans le BIM, parce qu'ils deviennent autre chose au contact d'un autre objet. Par exemple, si j'ai un mur et je mets une porte, je vais avoir ma porte qui va s'intégrer automatiquement, un trou qui va mais si je mets une fenêtre, bah, bien sûr, il va comprendre que c'est une fenêtre. Donc il y a vraiment cet aspect d'intelligence de réaliser les objets. Et ces objets sont rien d'autre que des objets virtuels qui vont devenir réels. Donc dès lors qu'on met des capteurs dans notre maquette BIM, on est déjà dans l'IoT. Mmh. On est déjà en train de définir que ce capteur, on ne connaît pas sa marque, mais il aura telle fonction, il aura ni son prix, hein, d'ailleurs, c'est pas le propos. C'est de savoir que ce capteur va nous permettre de savoir si la place de parking est libre ou occupée. Quand ce capteur va se déployer, ben, on va pouvoir connecter les remontées d'informations du terrain, plus ou moins en temps réel, pour pouvoir alimenter une maquette de monitoring. Donc on a une maquette de projet, des maquettes numériques de projet, de réalisation. Mais après, il y a vraiment une fracture pour créer une maquette d'exploitation avec d'autres outils, d'autres acteurs qui sont là plutôt dans ce qu'on appelle la GMAO, la gestion à distance, le monitoring. Là, on peut aller vraiment sur les flux de personnes, les flux de véhicules. Enfin, on a vraiment une vision globale. On est un petit peu dans le Minority Report, hein, quand le bonhomme se balade, on voit ça dans tous les films de science-fiction, mais c'est un peu la réalité qui nous arrive. Donc on a toujours un problème avec identifier des personnes bien précises dans un bâtiment. En revanche, on n'a plus du tout de réticence à voir qu'il y a 150 téléphones portables qui bornent à un endroit, et donc on a ces données qui remonteraient dans une maquette BIM qui contextualise cette information. Donc c'est déjà très très développé, et les métiers du facility management et vraiment ceux qui s'occupent de l'exploitation et de la maintenance sont très intéressés par le BIM, parce que leur métier jusqu'à présent était plutôt archéologues, c'est-à-dire ils cherchent à trouver les données, les plans, et là ils ont une masse d'informations qui viennent. Ils sont plutôt en train de dire oula, Trop. n'en jetez plus, on va sélectionner. Et donc ils ont le choix de mettre en place des outils qui sont hyper dynamiques, et ce qu'on appelle maintenant l'hypervision. Donc c'est quelque chose qui va venir se positionner au-dessus des supervisions métiers pour différents secteurs. Par exemple les parkings, par exemple la température, par exemple l'éclairage. On va avoir une hypervision grâce au modèle BIM et à différents outils. La combinaison de ces outils et du BIM va nous permettre d'avoir une hypervision globale du bâtiment.
Alors la durabilité, c'est un aspect, très important, surtout dans le secteur de la construction, hein, je crois qui est assez polluant. Est-ce qu'on arrive à des bons chiffres, en utilisant du BIM pour, aller vers, ces objectifs, environnementaux? Alors, il est clair que le modèle BIM, peut servir, de modèle analytique. Donc je vais pouvoir simuler. Je vais optimiser, mon bâtiment pour qu'il soit énergétiquement optimal, qu'il respecte les normes, voire qu'il les dépasse, voire Mmh. qu'il aille vers des labels. Et ça, je vais pouvoir le simuler, en amont, et ça, c'est vraiment une plus-value. En revanche, je ne veux pas être très sympa avec le secteur de la construction. Je dirais pas que l'écologie ou, disons, à part les acteurs qui sont sur ce créneau-là, soit une constante, dans l'esprit, des gens. Alors je dis pas qu'on est une industrie polluante, volontairement polluante, mais faire du ciment, Mmh. c'est extrêmement polluant. Donc le digital va pas pouvoir résoudre, on a besoin de ciment. Donc il y a d'autres secteurs qui doivent révolutionner, trouver des systèmes, et nous, on les intégrera. Là où on peut avoir un doute, sur, notre, notre bonne foi, je dirais, dans le digital, pour être tout à fait sincère, c'est de dire que oui, on va pas imprimer du papier, donc on va moins couper d'arbres. Mais les millions et Mmh. millions de données, de gigadonnées qu'on est en train de créer, sont aussi, stockées sur des serveurs, donc ils génèrent aussi, tout un tas de dégâts, Mmh. environnementaux, et ça, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à faire des raccourcis et à se dire que tout ce qui est digital, ben, comme c'est dématérialisé, ça ne pollue Mmh. plus, au contraire. Et je pense que, par exemple, les plateformes collaboratives qu'on utilise devraient, nous dire si oui ou non elles compensent ou pas, Mmh. et peut-être on aurait un choix d'aller plutôt vers cette plateforme que celle-ci. Mais on en est un peu à ce niveau-là, donc il y a encore beaucoup, et de nouveau, des opportunités peut-être pour de jeunes entrepreneurs de se positionner sur ces marchés-là. C'est plein d'espoir. Il faut, Non, c'est chouette. oui, il faut. On peut le voir, ce digital et ce changement comme un problème, et moi j'ai Mmh. vu ça vraiment dès le début comme une opportunité, et je pense qu'on n'est qu'au début de cette révolution. Il y a encore de belles années devant nous et de beaux défis à relever pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu aurais, 2 recommandations à nous partager, des sources d'informations que tu aimes, aller voir, qui t'alimentent, positivement, chaîne YouTube, un livre qui t'a marqué ou autre? Alors, pour rester dans la thématique, j'invite, les gens à aller voir le podcast, mais aussi la chaîne YouTube de Conversations constructives, Sven et Miguel, qui, parlent de la thématique du BIM sur un ton très décontracté, avec des acteurs, vraiment, de tous les métiers, avec des gens des CFF qui vont venir, dire qu'ils ont une stratégie autour du BIM, avec, moi, mais pas que, d'autres acteurs, d'autres intervenants super intéressants. J'aime bien le ton, j'aime bien aussi le fait qu'on puisse amener ces informations à tout un chacun. Donc je vous invite, Conversation constructive, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne YouTube. Et puis, là, je suis en train de relire, un livre que j'avais lu à sa sortie, L'âge de l'accès, de Jeremy Rifkin, qui était sorti en l'an 2000, sauf erreur. Et c'est bluffant de voir, comment il avait prévu, Mmh. tout ce qui nous arrive, notamment, la fin de la propriété pour l'abonnement, et on voit qu'on a des abonnements, qui fleurissent de partout, le streaming, la protection des données, l'économie du partage, et c'est des thématiques qui sont tellement présentes aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. On pourrait, je dirais que nous, dans notre industrie, on ne pourrait même pas exister, et c'est assez, passionnant. Bon, en même temps, ça donne un coup quand on relit un livre 25 ans après, Mmh. hein, ça veut dire 25 ans sont passés, mais c'est clair qu'il y avait une vision, très, très claire de ce qui allait arriver, et quelque part, moi, ça a aussi forgé mon idée, de me mettre dans le service plutôt que dans l'ingénierie pure et dure. OK. Et donc, j'invite, tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire, et à lire cet auteur qui a pas fini de voir le monde tel qu'il Mmh. sera. C'est un des seuls, pour moi, avec deux trois autres comme, Attali ou d'autres, qui ont vraiment ces points de vision Mmh. sur l'avenir. C'est toujours très intéressant, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut
les écouter. Est-ce qu'il y a une personne que tu pourrais nous recommander, qu'on pourrait inviter sur la chaîne? Alors, j'aurais dit Ramzi Bouzerda de Drupal, mais je crois qu'il est déjà venu. Moi, il y a quand même quelqu'un qui m'intrigue, c'est Pascal Meyer, le fondateur de Coca. Parce que sous ces airs d'entrepreneur en sweat à capuche, c'est plus que ça. Enfin, Mmh. voilà, ça va. Ça fait bientôt 20 ans qu'on le côtoie, qu'on l'observe. Puis on se dit, mais il a quand même, c'est pas juste un gars avec une capuche qui a des bonnes idées. Il y a vraiment, je pense qu'il a su s'entourer. Il a su, disons, définir ce qu'était son marché. Et ça, c'est quelque chose que je regarde parce que oui, de dire on veut être le leader, on veut conquérir le monde. Non, peut-être que c'est pas ça qui fera ton succès. Ce qui fera ton succès, c'est justement de délimiter tes clients, ton marché, de le soigner, puis d'avancer Mmh. là-dessus. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Elitis, c'est de dire, OK, maintenant on a bien circonscrit, comment on va pouvoir amener de la densité à tout ça et pas être juste en surface. Et je trouve qu'il a bien réussi son coup, donc ça m'intéresserait de le voir sur ce, À sur ta ce place, siège, ouais. à ma place. Merci, infiniment Marco-Marie. On mettra tous les liens vers les références et je te souhaite vraiment, tout le meilleur pour la suite. Merci, bonne continuation. Merci.